Demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête. Du coup, je m'appelle Charlotte, je suis psychologue et je suis spécialisée en addictologie. Donc j'ai fait un diplôme pour être psychologue, un bac plus 5. Et après, j'ai fait un diplôme universitaire pour me spécialiser en thérapie comportementale et cognitive, de prise en charge des addictions. Thérapie comportementale et cognitive, brièvement, la représentation du psychologue, c'est le psychanalyste avec le mec qui est allongé sur le canapé et on fait thérapie comportementale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bref, avec des exercices à faire, avec vraiment la recherche de solutions concrètes, de stratégies pour pallier aux difficultés du patient. Ok. Et c'est beaucoup plus court. Ok. Très bien. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Du coup, j'ai été diplômée il y a 3 ans. J'ai travaillé 1 an et demi en prévention, pas en tant que psychologue, en prévention des addictions. Du coup, je faisais des stages de récupération du permis pour les personnes qui sont arrêtées sous emprise de stupéfiants. J'accompagnais des personnes qui n'étaient pas encore dans une démarche d'arrêt de l'alcool pour les sensibiliser à l'alcool et les orienter vers du soin. Et de la prévention dans tout ce qui est scolaire, sur divers produits. D'accord. Et puis là, je travaille dans une clinique psychiatrique où j'accompagne principalement des personnes alcoolodépendantes et où je suis en train de monter un programme de soins pour consolidation du sevrage et de l'abstinence. Ok, nickel. À quoi ça sert un psychologue en addictologie? Un psychologue en addictologie, déjà ça permet d'être accompagné pendant l'arrêt. C'est possible d'arrêter tout seul, il y a des personnes qui arrivent, qui disent demain j'arrête et vraiment elles arrêtent. Il y a des personnes qui arrivent vraiment. Il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué parce que ça va dépendre depuis combien de temps la dépendance elle est installée. Ça dépend de ce qui se joue. Consulter un psychologue en addictologie, déjà consulter un psychologue c'est forcément aidant, ça permet de comprendre le rapport qu'on a avec le produit, pourquoi est-ce qu'on consomme, pourquoi c'est compliqué d'arrêter, qu'est-ce qui se joue au-delà du sevrage physique, parce que quand on fait un sevrage physique, c'est-à-dire qu'on arrête de consommer, c'est 15 jours maximum pour les symptômes de manque physique. Donc après ce qui se joue, c'est dans la tête. Donc ça permet de faire le point là-dessus, d'être accompagné, et puis être avec quelqu'un qui est spécialisé en addicto, ça permet d'être avec quelqu'un qui connaît vraiment la pathologie, qui va pouvoir accompagner peut-être de manière un petit peu plus spécifique sur l'addiction, parce qu'il y a pas mal de professionnels du soin, surtout en psychiatrie, qui connaissent pas forcément l'addicto parce qu'il y en a que ça n'intéresse pas. Longtemps, l'addicto ça n'a pas été considéré comme une maladie psychique, mais plutôt c'est une question de volonté et puis c'est tout. Ouais. Donc ça a beaucoup évolué récemment. Aller vraiment dans un service spécifique, ça permet quand même d'avoir un accompagnement qui est plus spécifique avec des professionnels qui connaissent vraiment la maladie et qui vont pouvoir accompagner sans être ni dans le jugement, ni dans dire il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à décider, il n'y a qu'à faire ça, et qui vont comprendre plus ce qui se passe comme mécanisme au niveau du cerveau et au niveau psychologique. Okay. Donc un suivi quoi. Ouais, vraiment une aide, une personne sur qui se raccrocher et vraiment. C'est ça, après ça peut permettre juste de faire des points au fur et à mesure du sevrage pour voir comment ça se passe. Ça peut permettre de travailler le rapport au produit, depuis combien de temps on consomme, pourquoi est-ce qu'on consomme, pourquoi c'est compliqué, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à la place. Et ce qui est difficile, des fois il y a des gens qui arrivent à réduire, puis dernier joint, celui avant de dormir souvent, qui est compliqué à retirer. Pourquoi comprendre aussi, faire beaucoup de psychoéducation aussi à la personne, qu'elle comprenne exactement ce que c'est que l'addiction, quels sont les symptômes de sevrage, qu'elle ne s'étonne pas du coup si elle en a, de se dire ok c'est normal, c'est parce que je suis en train d'arrêter le cannabis, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent perturber, notamment on peut faire pas mal de cauchemars, on peut avoir des insomnies, on peut avoir un état un petit peu dépressif pendant le temps du sevrage, donc ça peut être compliqué à comprendre aussi si on ne le sait pas, donc ça permet d'avoir aussi des informations, comprendre ce qui se passe. Ok, donc tout ce qu'on a vécu là au début, là, la première semaine où on n'a pas dormi, etc., enfin, c'était purement normal, quoi. C'était juste des symptômes du manque. Symptômes de sevrage. Ok, d'accord. Donc, tout le monde va passer par là. Ouais. Voilà. Ne vous inquiétez pas, si vous passez par là, c'est normal. Vous allez transpirer, peut-être faire des cauchemars, mais c'est normal. C'est Charlotte qui le dit, donc c'est véridique. Quels sont les signes de l'addiction? Déjà, pour dire qu'on est addict à quelque chose, simplement ça va être est-ce que quand on le fait pas, est-ce qu'on ressent du manque? Okay. Tout simplement, déjà, pour se poser la question à soi-même tout seul, quand on, peu importe le produit, peu importe le comportement, quand on se demande est-ce qu'on est dépendant ou non, c'est est-ce que quand on ne peut pas le faire, on ressent du manque ou non. Parce que des fois, c'est juste l'habitude. Il y a des gens, par exemple, je sais pas, qui vont avoir l'habitude de boire un verre tous les soirs en rentrant du travail, ils partent en vacances, ils n'ont pas du tout consommé pendant les vacances, il n'y a pas de symptômes de manque, ça leur manque pas plus que ça, c'est que c'était peut-être plus une habitude, il n'y a peut-être pas forcément une dépendance qui est installée.
Par contre, si quand on peut pas le faire, on commence à penser qu'à ça, on a des tremblements, on a des sueurs, on se sent agité, on a le caractère ou l'humeur qui change, on est plus nerveux. Là, ça peut être quand même des signes de manque, au moins physique. Quand on pense qu'à ça, on va essayer de consommer quand même en cachette ou faire en sorte de consommer même si on est dans un lieu où on ne peut pas forcément consommer. Par exemple, je sais pas, vous partez en vacances avec vos parents, ils savent pas que vous consommez du cannabis, ça peut être un peu compliqué. Vous vous dites bon, je vais pas consommer, puis finalement, au bout de quelques jours, vous dites non, voilà, faut vraiment, je vais trouver un moyen de le faire, je vais le cacher. Là, ça peut être quand même des signes que la dépendance elle s'installe. Et après, de manière plus précise, au niveau du DSM, qui est donc en gros le dictionnaire des maladies, qui recense toutes les maladies mentales, parce que la dépendance c'est une maladie psychiatrique. Il y a 11 critères. Quand on en a 2 ou 3, on est dans un trouble léger. Quand on en a 4 ou 5, on est dans un trouble modéré. Quand on en a 6 ou plus, on est plutôt dans un trouble sévère. Donc au niveau des critères, il y a l'incapacité de remplir des obligations majeures. Par exemple, tu as consommé, tu peux pas aller chercher du travail, tu peux pas aller chercher tes enfants à l'école, tu peux pas te lever pour aller en cours. Donc c'est quand même des choses qui vont avoir une incidence. C'est pas j'ai trop consommé, je peux pas aller en soirée. Ça va pas y avoir un impact sur ta vie. Mais quand ça va t'empêcher de faire des choses qui vont vraiment avoir un impact dans ta vie, ça commence à être compliqué. Une utilisation répétée, même dans des situations où c'est physiquement dangereux, par exemple quand on doit prendre le volant, ou quand on est responsable de personnes, je sais pas, dans le métier d'ambulancier, quand on est conducteur de car, où on met en danger la vie des autres. Des problèmes judiciaires récurrents liés à l'usage, alors ce critère-là il a été retiré dans la dernière version, parce que ça correspondait pas à tous les produits. Mais ça peut être un indicateur quand même, si vous faites arrêter à répétition, que ce soit avec le cannabis, soit avec l'alcool, par exemple au volant. Si à chaque fois vous avez consommé quand vous êtes en train de conduire, ça montre quand même que vous n'êtes pas capable de limiter vos consommations quand vous devez prendre la voiture. Donc ça peut être un indicateur quand même. Une utilisation malgré les problèmes interpersonnels et sociaux engendrés, donc même quand ça crée des difficultés avec les proches, vous avez des remarques des amis, de la famille qui vous disent ouais, t'es un peu bizarre quand t'as consommé, ou ouais j'aimerais bien que t'arrêtes, ça m'inquiète, et que vous le faites quand même et que ça en vient à créer vraiment des problèmes ou voire à vous éloigner de vos proches. Tu parles à des connaisseurs là. Tu parles à des connaisseurs. Vous reconnaissez? Ah bah ouais, carrément. Franchement, depuis le début, ouais. Carrément, ouais. Après il y a la tolérance, le corps il s'habitue. C'est-à-dire qu'au début, peut-être un joint, vous étiez défoncé, à force quand on devient fumeur régulier, on n'est plus autant défoncé, et puis même il faut de plus en plus augmenter les doses, mais avec tous les produits, pour pouvoir arriver à cet état de défonce, j'essaie de le dire avec un terme plus correct, mais voilà, de planer. Donné où tu l'as plus du tout en fait. Ouais. Ça tu l'as plus du De tout. toute façon, ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est quand on consomme un produit psychoactif, donc qui a un effet sur le cerveau, donc que ce soit le cannabis, que ce soit un médicament, que ce soit l'alcool ou autre, c'est qu'il va y avoir un pic de dopamine au niveau du cerveau. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Ouais. Le pic, il va être hyper haut. Mais il n'y aura que à la première prise qui sera aussi haut. Il ne sera jamais aussi haut. Ça, on donc, cherche à chaque fois après, ça redescend. Comme c'est sympa d'avoir la dopamine, parce qu'on se sent bien, il y a une sensation de plaisir, on va recommencer. Sauf qu'à chaque fois, ça va redescendre de plus en plus vite. Ça va monter de moins en moins haut. Donc on va augmenter les doses pour essayer de relancer le pic. Ouais, en fait, c'est ça. Je sais que moi, je m'en étais déjà rendu compte. Quand je fumais, je cherchais, je sais pas toi, mais plein de fois, j'ai essayé de retrouver la défense que j'avais eue sur mes premiers joints ou sur le premier. Et c'est jamais arrivé, même après plusieurs joints. C'est pour ça qu'on en est arrivé à une dizaine de joints par jour. Parce que je pense justement qu'on cherchait ça inconsciemment, en fait. C'est cool, tu mets des mots là-dessus, c'est cool. Du coup, c'est comme ça que s'installe la dépendance, en fait. C'est le fait de répéter pour essayer de ressentir à nouveau le bien-être. Sauf que forcément, on est obligé de consommer de plus en plus rapide, de manière de plus en plus rapprochée, de plus en plus. Et en plus l'effet est de moins en moins fort. Après, il y a le sevrage, donc avec des symptômes de manque. Ça va dépendre de ce qu'on consomme. Avec le cannabis, il va y avoir effectivement de la transpiration, il peut y avoir des cauchemars, il peut y avoir de l'insomnie, il peut y avoir une phase dépressive, il peut y avoir des changements de l'humeur, il peut y avoir de l'irritation, être plus facilement énervé. Ça fait partie des gros symptômes de manque. Il peut y avoir éventuellement des tremblements, mais c'est pas avec le cannabis qu'on en retrouve le plus. Ça peut dépendre des personnes. Tout le monde n'a pas forcément exactement les mêmes symptômes, même s'il y a des choses qui se regroupent. Chacun réagit aussi différemment aux produits, comme tout le monde n'a pas les mêmes effets sympas avec le cannabis. Il y en a dès la première prise, ils vont faire un bad trip, généralement ils ne vont pas trop y retourner. Il y en a qui ça va endormir, il y en a au contraire ça va les faire rigoler, et puis voilà, ils vont avoir un état un petit peu d'euphorie.
Ça c'est propre à chacun, c'est votre corps comment il réagit, mais comme pour toutes les substances, on ne réagit pas tous pareil aux médicaments, on ne réagit pas tous pareil. Après, comme critère, il y a l'augmentation des doses ou du temps de prise qui ne correspondent pas à ce qu'on avait envisagé, c'est-à-dire peut-être quand on commence, on se dit bon, ce sera comme ça de temps en temps, juste pour rigoler, ça va pas être tous les jours, ça va pas être plusieurs, et puis au fur et à mesure, on voit que ça augmente, et c'est pas quelque chose qu'on avait prévu, et c'est pas quelque chose qu'on arrive à contrôler et à maîtriser. Exactement ce qui s'est passé pour nous. On est en plein dedans. Hein. Après, en même temps, en plein dedans. Mais... Après, il y a un désir persistant ou des efforts infructueux pour réduire ou contrôler la consommation. Donc ça, c'est même si on a envie, finalement, c'est pas qu'une question de volonté non plus. Ça, c'est important dans l'addiction, mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est qu'une question de volonté, si on veut, on peut, et puis on y va. C'est vraiment une maladie, il y a une dépendance physique, il y a une dépendance psychique, et même quand on veut, c'est un petit peu plus complexe ce qui se passe que juste avoir envie. Il faut avoir envie, c'est sûr. Quelqu'un n'a pas envie d'arrêter, il n'a pas envie d'arrêter, à part l'attacher, on peut pas le faire arrêter. Mais même quand l'envie elle est là et qu'il y a de la volonté, parce que c'est pas une histoire de force de caractère, ça peut être, selon comment la dépendance elle est installée, ça peut être plus compliqué que juste ça. C'est bien ça. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est bien que tu le précises parce que je sais que moi, par exemple, avec ma mère ou même mon père, on a déjà eu cette discussion plusieurs fois sur le fait qu'il fallait que j'arrête, etc. Mais quand tu leur dis que c'est plus fort que toi, ils ne te croient pas. Et ils disent... alors pour moi, il y a une personne sur je sais pas combien qui arrive à arrêter quelque chose d'un coup, mais c'est parce que je pense qu'elle a eu le réel déclic, que peut-être parfois aussi c'est vraiment par rapport à la santé, que là ça joue de ouf et s'ils n'arrêtent pas, ça va engendrer des trucs pires derrière. Mais c'est dur de faire comprendre à l'entourage que oui, je suis attaché à ça, que oui, j'ai envie d'arrêter, mais que limite, c'est plus fort que moi. Et puis c'est pire, pour moi c'est pire, genre d'avoir quelqu'un qui te dit ouais faut que t'arrêtes, ouais faut que tu machin, c'est encore pire. Moi je sais que j'avais déjà du mal à ce qu'on me dise faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça et tout. Alors quand je vais dire mon père, hein, mon père vraiment c'est le champion pour ça, tu devrais arrêter ta merde, faut que t'arrêtes ta merde. Ouais, mais je le veux aussi. Si j'ai pas une profonde envie et qu'il n'y a pas tous les facteurs qui sont faits pour que j'arrête, c'est impossible. Il y a ça, puis aussi le fait que on en parlera après, mais tout le monde n'est pas addict de la même façon. On n'a pas tous le même risque de devenir accro à un produit. Oui, j'ai vu. Il a des questions. Donc on en parlera après, mais il y a aussi le fait que la dépendance peut être aussi plus ou moins forte. Peut-être que les gens qui arrivent comme ça aussi du jour au lendemain, ça veut peut-être dire que la dépendance était moins profondément aussi ancrée, peut-être. Donc pas, peut-être qu'il y a vraiment eu un déclic, peut-être qu'il y a... Des fois, souvent c'est ça, hein, c'est un déclic d'un coup. Mais qu'est-ce qui ferait que quelqu'un serait plus facilement addict du coup ? Il va y avoir 3 facteurs. Déjà, il y a le facteur qui dépend que de la personne. En tant qu'individu, il va y avoir le caractère. Par exemple, les personnes qui vont avoir plus un caractère en mode oui, on n'a qu'une vie, il faut profiter, faut tout tester. Forcément, c'est des personnes qui sont plus à risque de devenir addictes parce qu'elles vont être plus à risque de tester les produits. Donc forcément, si tu testes, tu as plus de chances de devenir addict. T'as le caractère aussi, les gens qui sont un petit peu... qui aiment bien la recherche de sensations fortes, qui vont aussi être plus à risque. Il y a les personnes qui vont être influençables. Parce que du coup, si elles sont avec ça peut être dans les deux sens. Si elles sont avec un groupe d'amis qui est très contre, elles peuvent être influencées dans le sens non, faut surtout pas consommer. Mais si elles sont avec des gens qui consomment, elles peuvent consommer parce que influençables, parce que difficulté à se positionner, parce que besoin d'appartenir au groupe, regarder les autres qui comptent. C'est blessant de ouf parce que genre moi là tu vois j'étais en train de me dire ouais du coup je suis dans quelle catégorie et au final je suis dans les influençables. J'ai commencé à fumer par rapport à mes potes tu vois. Mais comme plein d'autres. Mais je me voyais clairement pas en tant que quelqu'un d'influençable tu vois. Mais dans mon caractère comme ça je me vois pas être influençable sauf que là ouais, effectivement dans ce que tu racontes je suis un influencé de ouf vraiment. Mais c'est humain aussi d'avoir besoin d'appartenir au groupe. L'être humain c'est un être sociable. On a besoin du groupe et on cherche à être reconnu par le groupe. Après, il y a des gens qui vont avoir peut-être suffisamment d'estime de soi, qui vont bien connaître aussi, qui vont avoir un avis très affirmé, être très au clair sur ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, et qui vont réussir à se positionner face au groupe en disant non, moi je veux pas, et ça me pose pas de problème. Et il y en a d'autres qui vont pas forcément oser s'affirmer par rapport au groupe. Après, il y a le fait aussi de bien connaître. Si tu sais pas trop ce que c'est, on te propose, bon, allez, vas-y. Alors que si tu as déjà un avis très tranché
Sur la question, tu peux dire bah non, je sais que je veux pas parce que je connais, je sais ce que ça fait, j'ai pas envie d'essayer, ou j'ai envie d'essayer, hein, mais ou au moins c'est un choix que tu fais en pleine conscience. D'où l'importance de faire de la psychoéducation dès le collège sur le cannabis, sur ce que ça fait, quels sont les risques, qu'est-ce que ça procure, quels sont les risques, et puis après les gens font leur choix. Hein. C'est pas non plus le truc, c'est pas de dire faut oh là là c'est mal de fumer, c'est mal de consommer, ça sert à rien de dire ça. Mais comment, quand on le fait, on fait un choix en toute connaissance de cause. Et après, bah, on assume ou pas ce qui s'ensuit. Après, il y a aussi une part génétique dans la dépendance. Quand on consomme un produit, ce produit il va venir se fixer au niveau du cerveau dans des récepteurs qui ne servent pas à ça de base, mais avec qui ils vont bien matcher. Par exemple, dans le cas du cannabis, ça va matcher bien avec des récepteurs qui concernent la mémoire, l'attention, la régulation de l'humeur, ou du coup, c'est pour ça que ça, au niveau des effets, ça va agir là-dessus. Et c'est pour ça que la consommation de cannabis, ça va affecter la mémoire aussi quand on consomme régulièrement. Du coup, le cerveau, comme il aime bien recevoir, parce que du coup ça lui active sa dopamine, il se dit bah cool, je vais rajouter des récepteurs, comme ça je vais en recevoir encore plus. Ce qui fait aussi qu'on consomme plus, parce qu'il faut remplir tous les récepteurs, vu qu'il en rajoute au fur et à mesure. Forcément, si vous avez plus de récepteurs et que plus tard vous faites un enfant, cet enfant, dans son code génétique, il aura un petit peu plus de récepteurs prévus que... C'est dans la merde, avoir des petits Bob Marley. que des enfants de parents qui ne vont pas forcément consommer. C'est pareil pour tous les produits, c'est pas le même pourcentage pour tous les produits. Je sais que pour les fumeurs, c'est 60% d'hérédité, de risque en plus de devenir fumeur. Pour les fumeurs de cigarettes, tabac, la nicotine. Pour le cannabis, j'ai pas les chiffres, donc je peux pas vous les dire. Mais je sais qu'il y a aussi un pourcentage. Ce qui fait que plus tard, si votre enfant il touche au produit, il va vachement mieux accrocher avec qu'un enfant qui aurait des parents non consommateurs. Après, c'est un risque en plus. C'est pas une condamnation. Moi, mes deux parents sont fumeurs de tabac, je suis pas fumeuse. Donc, c'est pas. Il y a l'éducation, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais il faut quand même savoir qu'il y a une part génétique. D'avoir des prédispositions à la dépendance, il y a une part d'hérédité. Maintenant, après, il y a d'autres choses qui jouent dedans. Après, ce qui va dépendre de la personne, c'est aussi les personnes qui consomment en mode autothérapeutique, parce que douleur, parce que. Voilà, souvent c'est la douleur pour le cannabis. Quand on a certaines maladies aussi, Parkinson, c'est assez impressionnant ce que ça fait le cannabis sur Parkinson, sur la sclérose en plaques aussi. Dans le traitement pour supporter les chimiothérapies aussi. Ouais. Donc il y a ça qui va jouer aussi, forcément, si la personne elle est porteuse d'une maladie, elle peut avoir plus tendance à se tourner vers les produits pour se soulager. Il y a aussi la gestion des émotions. Il y a des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions et avoir recours à une substance psychoactive, ça va leur permettre de gérer les émotions. Le cannabis, c'est souvent, bon allez, je pense trop, je me coupe, j'oublie mes problèmes, je pense pas trop à ça, quand je suis trop énervée, je vais fumer, ça va me détendre, voilà. Et où du coup, il faut travailler beaucoup sur comment gérer ses émotions autrement qu'en ayant recours à un produit. Ce qui peut du coup être fait aussi avec une psychologue. Le fait de consommer plusieurs produits aussi en même temps, ça peut potentialiser le fait de devenir addict. Souvent, le cannabis, il y a le tabac. Je connais pas beaucoup de gens qui fument les cannabis sans être fumeurs de cigarettes. Après, ce qui va jouer aussi, c'est l'environnement dans lequel on a grandi. Donc forcément, c'est l'éducation qu'on a eue. Alors, qui peut favoriser ou pas favoriser. Des parents trop stricts, c'est pas forcément non plus la réponse. Il n'y a pas de recette magique, mais en tout cas, l'éducation va jouer. L'environnement, est-ce qu'on a du produit qui est accessible ou pas dans l'environnement? Il y a la culture aussi. Il y a des pays dans lesquels fumer du cannabis, c'est culturel. On peut même vous en proposer quand on vous accueille chez vous, mais comme en France, on propose de l'alcool quand on reçoit. Donc il y a aussi la culture qui va beaucoup influencer les consommations. Le fait d'avoir des problèmes familiaux aussi peut jouer sur la consommation. Ça peut être un peu pareil, voilà, pour oublier un petit peu les problèmes, pour gérer un petit peu mieux ce qui se passe à la maison, on peut avoir tendance à consommer. Et puis les potes, surtout à l'adolescence. Qui vont être une grosse source d'influence. Du coup, regardez Demain j'arrête pas, continuez dessus et partagez. Et puis après, en termes de produits, il y a des produits qui sont plus ou moins addictifs. Ça va dépendre des doses, ça va dépendre de la fréquence, ça va dépendre de la teneur en principe actif, parce que il y a des cannabis plus ou moins forts selon la plante. Ça aussi, ça va jouer du coup sur la force de l'addiction ou non. Et du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu penses que le CBD c'est un bon substitut? Ça dépend ce que tu cherches dans le cannabis. Si tu cherches l'effet planant, défonce, pas du tout, parce que tu vas pas défoncer. Donc ça va pas du tout répondre à ce besoin-là. Par contre, pour des personnes qui consomment éventuellement parce que des douleurs physiques, ou même juste l'effet détente physique, ça peut être un bon substitut. Maintenant, le CBD, du coup, c'est légal. Tous les produits qui ont moins de 2% de THC, c'est légal. C'est le THC qui fait partie des stupéfiants. Le CBD dans la cigarette électronique, c'est cher pour très peu d'effets. Il n'y a pas de vrai CBD efficace
vendu en vente libre en France. Mais par contre, au niveau thérapeutique, ouais, c'est clair que... C'est avéré au niveau même de la relaxation musculaire, Oui, etc. c'est un des effets. Ok. Oui, oui, c'est vrai. Parce C'est que pas... ça, on en a entendu parler, mais on savait pas si c'était réel ou pas. Si, c'est réel, il y a des vraies études faites, hein, quand même, c'est assez impressionnant. Sur Parkinson, ça stabilise énormément les tremblements. Ok. Sur la sclérose en plaques, ça soulage énormément la douleur. Pour les chimiothérapies, vu que le cannabis, ça ouvre l'appétit et ça réduit les nausées, ça aide pendant les chimios à continuer à manger, puis à gérer un petit peu les effets secondaires de la chimio. Alors, il y a d'autres médicaments qui fonctionnent aussi, c'est pas le seul remède à ces maladies-là, mais c'est une bonne alternative. Là, normalement, ça devrait passer bientôt, le cannabis thérapeutique en France, au moins à l'essai. Les gars. Il parlait de cette année ou l'année Enfin. prochaine. J'ai pas suivi les dernières études, mais... Du coup, tu parles de la sclérose en plaques, mais tu penses que ça peut fonctionner sur toutes les maladies articulaires, à partir du moment où il y a des douleurs, etc. Ça soulage, c'est certain. Oui, après ça va pas les enlever. Ça va pas les enlever. Pour terminer sur les critères de dépendance, il y a le 9e critère, c'est un temps considérable consacré à la consommation, procuration, récupération. Donc c'est-à-dire que le temps de consommation va prendre de plus en plus de temps sur la journée. Là où avant, ça prenait peut-être 5 minutes, 10 minutes comme ça va prendre de plus en plus de temps parce qu'il faut le temps de s'en procurer, il faut le temps d'aller le chercher, il faut le temps de le consommer, il faut le temps de redescendre éventuellement des effets, et ça va prendre de plus en plus de temps sur la journée jusqu'à, critère numéro 10, un abandon ou une réduction des activités à côté parallèles. Donc soit sur le travail, soit sur le scolaire, soit sur les loisirs. C'était exactement Avec ça. C'est toujours nous, hein. Je pense qu'on avait tous les critères. On avait tous les critères, je pense. Et le dernier critère, c'est une consommation qui continue malgré les problèmes psychologiques ou physiques entraînés. Donc c'est quand on se rend compte que ça nous fait du mal, mais qu'on peut pas s'empêcher de continuer. Ça, on l'a pas eu vraiment parce qu'on a quand même diminué et arrêté à chaque fois qu'on a eu une phase. Vraiment, enfin moi j'ai eu une phase, j'ai arrêté tout de suite. Mais par contre, 3 mois plus tard, c'était reparti quoi. Parce que je me suis dit, c'est bon, ça va mieux, allez hop, on peut y aller. C'est ce qui est compliqué dans la dépendance, c'est qu'on n'en guérit jamais vraiment. Parce que le cerveau se souvient. Et du coup, quand on reprend le produit, ça réveille tout de suite tous les récepteurs, ça remet en marche la machine, et on a tendance à vite... déjà la tolérance, elle revient archi plus vite. Là où avant, peut-être qu'au moment d'avoir une tolérance au cannabis et que ça ne fasse plus trop d'effet, ça avait pris, je sais pas, plusieurs mois de consommation régulière. Quand tu reprends, au début, il va y avoir des effets un peu plus forts parce que ça fait longtemps que tu n'as pas consommé. Mais la tolérance, ça va se remettre beaucoup plus vite. Et tu vas avoir tendance à consommer encore plus que ce que tu consommais avant d'arrêter. Mais pas que pour le cannabis, hein, pour tous les produits. Ça existe, c'est pas impossible de revenir à une consommation contrôlée. En addicto, on parle de consommation contrôlée ou abstinence. C'est deux solutions qui existent. C'est soit on arrive à revenir à des consos qui ne sont pas problématiques pour la santé, pour l'entourage, financièrement, pour le psychisme, etc. Soit on arrête. Il y a quelques personnes qui arrivent à revenir à des consos contrôlés. C'est pas la majorité quand même, parce que l'addiction c'est une maladie. Et c'est quand même vraiment plus fort que soi. Et il y a un moment où le corps, il s'habitue et il réclame plus. Ouais, donc en fait, les gens qui étaient par exemple gros fumeurs comme nous et qui arrivent par la suite, après s'être sevrés, à fumer un joint comme ça avec leurs potes à une soirée de manière récréative et très 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 occasionnelle, sont très rares. C'est rare. Okay. Donc j'ai pas faux quand je dis aux gens, je ne pense pas faire partie de ces gens-là. Moi tant que j'en ai, je vais fumer. Et je l'ai bien vu les fois où j'avais essayé d'arrêter. Je me dis c'est bon, tac, j'étais avec un pote, fais-moi fumer une petite barre ou deux. Puis après je le revois, je refume une petite barre ou deux. Puis après t'as pas un petit ouinge. Et après je lui donne un main, je vais aller pêcher un 10 balles pour ouais, me rembourser. Et c'est trop. C'est vraiment ok, donc on va c'est sûr. Dans l'abstinence, frérot. C'est sûr, il faut l'abstinence. Donc faites attention à vous. Vous avez compris, on a très peu qui peuvent faire ça. Quels sont les risques en fumant du cannabis ? Déjà, le cerveau et la structure du cerveau, elle devient mature vers 24-25 ans. Donc ça veut dire que quand tu consommes avant, la structure de ton cerveau elle est modifiée. Et il y a des dommages qui sont irrattrapables par la suite. Alors, ça va pas, avec le cannabis, ça va pas non plus... vous n'allez pas devenir déficient, ça va pas être quelque chose d'énorme, parce que vous allez perdre en mémoire, en attention, ça sera pas rattrapable après par la suite, ou très peu. Et puis vous avez plus de chances de devenir addict, même avec une conso pseudo-occasionnelle avant 24-25 ans.
Après, on a plus de chances entre guillemets de rester dans une consommation contrôlée. Et ça va quand même jouer hein, sur la mémoire, on va perdre en mémoire, on va perdre en attention, ça va y avoir des impacts, mais il y a quand même la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau il évolue, il continue d'évoluer toute la vie. Même quand on a Alzheimer, on peut travailler la mémoire. Alors c'est clair qu'on repart pas à zéro de là où on était, mais on peut quand même améliorer certaines choses. Donc quand on fume plus tard et qu'on se rend compte que ça a des impacts sur la mémoire et qu'on va travailler notre mémoire, on peut récupérer plus facilement que ce qu'on aura perdu si on a commencé à consommer jeune. Il y a aussi le risque de décompensation psychiatrique. Généralement, les décompensations psychiatriques, c'est fin de l'adolescence, début de l'âge adulte pour beaucoup de maladies. Donc vers 21, 22, 23, 24 ans. Il y en a des plus tardives, mais il y en a beaucoup, c'est là. La schizophrénie, c'est très lié au cannabis. Consommer du cannabis, ça ne va pas créer une schizophrénie. Quelqu'un qui n'est pas prédisposé à en avoir une, soit génétiquement, ça ne va pas en créer une. Par contre, quelqu'un qui est prédisposé, on peut être prédisposé et jamais la déclencher. Le fait de consommer du cannabis jeune, ça peut décompenser la schizophrénie alors qu'on ne l'aurait pas forcément déclenché plus tard. Donc ça peut favoriser l'entrée dans la maladie. Et puis en plus, les personnes schizophrènes ont tendance à fumer beaucoup de cannabis. Et ça majeure les symptômes. Pour juste préciser, schizophrénie, il y a les symptômes positifs, c'est ce qu'il y a en plus, tout ce qui va être hallucination, qui peuvent être visuelles, auditives, proprioceptives ou sensorielles. Et il y a les symptômes négatifs, difficulté à initier les choses, certaines fonctions cognitives qui ne fonctionnent pas tout à fait pareil que les personnes qui n'ont pas de schizophrénie, etc. Quand on fume du cannabis jeune et qu'on a tendance à faire pas mal de bad trips, avec des délires hallucinatoires, c'est signe qu'il faut y aller vraiment hyper mollo sur le cannabis, voire arrêter parce que ça peut être des premiers signes annonciateurs des compensations en schizophrénie. Donc je touche du bois pour l'instant, j'ai jamais pas établi avec de- ça. Si t'as pas de personnes avec des antécédents psychiatriques dans ta famille, il y a peu de chances, très peu de chances. On n'a pas vraiment le même sang, donc ça va. Mais Ouais, il y en a. j'ai de la bipolarité. Et il y en a, mais Ouais. Non, pas à la maison, mais dans la famille. ouais, c'est pas proche quoi. Bon, Enfin, moi, c'est proche quand même. Moi, c'est pour ça, c'est bien que j'arrête aussi. Ouais, doucement. C'est bien que j'arrête. Et puis ça peut créer des troubles anxieux. La consommation de cannabis régulière, voire très régulière, ça peut créer des troubles anxieux, de l'anxiété. ça on l'a. Ouais. Ça oui, on a vu ça. Le trouble anxieux, c'est pas ponctuel. C'est quelque chose qui s'installe. C'est un vrai trouble, c'est pas juste je suis anxieux et puis après le sevrage ça passe. Ok. C'est quelque chose qui s'installe vraiment, c'est une maladie psychiatrique qui s'installe vraiment. Après ça peut créer de l'anxiété. L'anxiété c'est passager. Un trouble anxieux, c'est des personnes qui ont des personnalités anxieuses, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Et c'est le moyen de le gérer parce que... Psychologue et puis anxiolytique et on travaille sur la gestion de l'anxiété. Tout peut être amélioré, même dans la schizophrénie, même dans toutes les maladies. On n'en guérit pas trop, très rarement. Souvent c'est toute la vie, mais après avec un traitement adapté et puis en faisant un travail en psychothérapie, on peut vachement améliorer la qualité de vie qu'on a et puis voilà, arriver à une vie plus ou moins basique. Et du coup, là, après de ce que tu nous as dit, il y a des gens qui ont plus de facilité à devenir addicts. Est-ce que, par exemple, un gros fumeur a plus de chances d'avoir ces problèmes-là qu'un fumeur occasionnel? Sachant que tu me dis qu'il y a des gens qui ont déjà des façons, qui vont être schizophrènes parce que c'est dans leur code génétique ou machin. Est-ce que du coup, ils ont besoin d'être gros fumeurs pour le devenir ou même juste un fumeur occasionnel, ça peut se déclencher comme ça? Je saurais pas te dire, mais c'est évident que plus tu consommes, plus tu augmentes les risques. Ok. C'est logique. Okay. Mais après, te dire à quel pourcent, si dès la première prise, ça peut, je saurais pas te dire. J'ai pas l'info, je vais pas te dire n'importe quoi, mais c'est logique que oui, plus tu consommes, plus tu augmentes tes facteurs de risque. Après, dans les risques de consommation du cannabis de manière régulière, tu as aussi la paranoïa, crise de parano, et après tu as tous les risques somatiques. Et tu as une augmentation du rythme cardiaque quand même, donc favorisation des AVC. Tu as tout ce qui va être problème dentaire, c'est quand même ça. C'est comme avec la cigarette, tout ce qui va être problème au niveau dentaire.
et tout ce qui est problème respiratoire. Sachant qu'un joint de cannabis pur, ça dégage 42 grammes de goudron, 42 mg de goudron. Une cigarette, on est à 12 de tête. Donc même si c'est naturel, bio, tout ce que tu veux, c'est la plante. Okay. En fait, plus ce que tu consommes va brûler bien, c'est-à-dire qu'il faut allumer plusieurs fois, ça brûle super vite, plus tu vas t'ingérer de particules. D'accord. Et plus ça va être nocif pour la respiration. Ça, je savais pas du tout. Tu vois, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais voilà, je consomme pur, bio, ce que tu veux, je la fais pousser moi-même. Ouais, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème de santé. J'ai toujours pensé ça, pas que c'était pas nocif pour la santé, mais que justement ça pouvait être moins nocif parce que justement il n'y avait pas de tabac ou quoi que ce soit. C'est moins nocif que le tabac, parce qu'il n'y a pas toutes les autres choses qu'il y a aussi dans le tabac. Ouais. Mais en termes de goudron, c'est-à-dire ce qui va venir encrasser les cellules bronchiques, qui encrasser les poumons, il y en a plus. Okay. Après, dans le tabac, il y a tout plein d'autres trucs. Et puis c'est rare de fumer pur. Donc forcément, on s'additionne et les risques du cannabis et les risques du tabac. Parce que souvent, on fume les deux ensemble. Donc ça veut dire que vous additionnez la toxicité du cannabis et celle du tabac. Du coup, est-ce que tu as des conseils pour arrêter de fumer? Est-ce que tu penses qu'il y a une solution ou quelque chose, enfin des façons plus faciles d'arrêter? Ce qui peut être bien dans un premier temps, c'est de faire un sevrage tabagique ou de le faire en même temps. C'est-à-dire un sevrage au tabac, parce que des fois il y a des gens qui pensent qu'ils sont dépendants au cannabis, mais en fait, comme ils le fument avec la cigarette, ils sont dépendants à la nicotine. Et des fois ils pensent qu'ils ont envie d'un joint, mais en fait c'est le corps qui appelle la nicotine, parce que la nicotine est quand même beaucoup plus addictive que le cannabis, physiquement. Donc déjà, il faut essayer de voir un petit peu si déjà en se sevrant, alors des patchs, des pastilles, une cigarette électronique aussi, ça peut être un bon compromis. Voir si déjà en ayant une dose de nicotine autre, on arrive à réduire sa consommation, et où là du coup on peut se dire qu'il y a peut-être plus une part dépendance à la nicotine. Après ça va être un peu comme pour tout, il faut être prêt, il faut le faire pour soi. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Après il faut trouver la technique qui fonctionne bien pour soi. Ça peut passer par de la méditation, ça peut passer par de l'acupuncture, ça peut passer par une psychothérapie, ça peut passer par un sevrage physique en centre de cure. Ça peut se faire en ambulatoire, c'est-à-dire pour rentrer des rendez-vous médecins dans des centres spécialisés. Ça peut être en se motivant avec des potes et en faire un défi. Il n'y a pas de bonne manière pour tout le monde, c'est à soi de trouver la manière qui nous correspond. Il ne faut pas hésiter à essayer plein de choses. Même quand on va voir un psy, chiatrologue, tout ce que tu veux, un médecin, c'est aussi une rencontre. Il faut avoir une bonne accroche, il faut avoir une bonne alliance thérapeutique. Si vous ne sentez pas votre thérapeute, changez. Prenez-en un autre, vous dites pas ouais un psychologue ça sert à rien, c'est peut-être juste le psychologue avec qui vous n'avez pas bien accroché, ou ce psychiatre ou ce médecin. N'hésitez pas à voir un autre et voir comment ça se passe. Les groupes de parole, ça peut être bien pour certaines personnes qui ont besoin du coup de l'effet de groupe qui va venir renforcer la décision, l'arrêt. Puis des personnes qui sont assez isolées aussi, ça va permettre d'avoir un petit peu des personnes ressources dans les moments d'envie. Voilà, il y a plein de possibilités. Et qu'est-ce qui rend addict? Le THC ou le tabac? Ça t'y a déjà répondu à moitié. Les deux, mais c'est bien de pouvoir différencier les deux. Parce que déjà, souvent, quand on arrête que le cannabis, on a tendance à surcompenser sur la clope. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Je passais 1,5 paquet par jour au lieu d'1 paquet. Et non, c'est tout. C'était trop. Carrément, je me dégoûtais. Mais je sentais qu'il y avait des clopes. Je les fumais juste parce que là, j'avais envie de fumer un joint en fait. Et il fallait que je tire sur un truc et je pouvais éteindre, allumer. Ça, c'est la dépendance comportementale. Dans la dépendance, il y a 3 aspects. Il y a la dépendance psychique. Je consomme parce que je me sens pas bien, parce que je suis stressée, parce que voilà. Il y a la dépendance physique, c'est le corps qui dit donne ma dose. Et tu as la dépendance comportementale. Il y a des gens, ce qui leur reste à la fin, c'est le geste. Et c'est trop dur d'enlever le geste. Surtout pour la clope. C'est pour ça que là, par exemple, cigarette électronique, là, je me voyais pas, enfin, même toi, je pense, je me voyais pas tout enlever là. En fait, je me suis rendu compte que en passant à la clope électronique, je me sens quand même moins frustré, enfin surtout là par rapport à la clope, parce que vous savez, le cannabis c'est passé, même si parfois il y a des petites envies quand je sens une effluve ou quoi, mais vraiment ce truc de recracher de la fumée, de mettre quelque chose à ma bouche et de recracher de la fumée ensuite, pour l'instant c'est ça que j'arrive pas à enlever. Et je pense qu'au fur et à mesure je vais pouvoir descendre encore le taux de nicotine dans ma cigarette électronique, mais je suis pas sûr de pouvoir tout de suite arrêter, même après en étant tombé à 0.
Je suis pas sûr de réussir directement à enlever le geste, justement ce truc de recracher de la fumée. C'est bizarre, mais c'est pas ça me fait peur, mais je l'appréhende, tu vois. Moi ça me fait peur, carrément. Parce que genre je me dis, je ferais quoi? Enfin, genre, Ouais, c'est ça. je ferais quoi? Il y a plein de fois, je sais pas, t'attends ton truc, enfin en plus je suis impatient et tout, mais genre t'es au resto, t'attends ton truc, il faut que je fasse quelque chose quoi, faut que je fume une clope, faut que je tire sur ma clope électronique, et genre ça c'est devenu une occupation, juste de tirer, de recracher, c'est devenu une occupation. Genre. C'est normal en gros. C'est normal. Ok. C'est Vous normal. inquiétez pas. Et après, la cigarette électronique, de toute façon, c'est une meilleure alternative. C'est pas risque zéro niveau santé. Ouais. C'est moins pire que beaucoup moins pire que la cigarette et que le joint. Donc pas de combustion, il n'y a pas tout ce qui est goudron, etc. Toujours des risques respiratoires au niveau des irritants, mais c'est quand même pas comparable à la cigarette. Donc c'est déjà un bénéfice pour ta santé, je pense que tu respires mieux Ouais, de ouf, carrément. et que tu le sens. Et puis après tu feras au fur et à mesure et il faudra trouver effectivement autre chose à faire à la place. Et en On fera même des temps, bulles avec des chewing-gums. Non, des Rubik's Cube. et pourquoi pas, il y a des gens qui font Ouais, du chewing-gum, chewing-gum, j'ai vu ça, ouais. un verre d'eau, chewing-gum. Chewing-gum à nicotine. Après c'est aussi se demander pourquoi tu as besoin de faire quelque chose. Parce que je vais pas bien dans ma tête, je sais pas. Parce que je suis pas bien dans ma tête. Un sevrage physique, c'est 15 jours maximum. Ok. Donc au bout de 15 jours, tu n'as plus de symptômes physiques. Ce qui peut Ok. rester, c'est l'envie, mais c'est Ouais. psychologique. Ok, ouais. Mais il n'y a plus de symptômes physiques. Le corps est complètement sevré. Pour tous les produits, le sevrage il va de 15 jours à 1 mois max, selon les produits. Donc ça, c'est le sevrage physique. C'est compliqué, mais c'est pas le plus dur. Ok. C'est compliqué à vivre parce qu'on a des symptômes physiques, mais c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment ce qui se joue au niveau psychologique après, pour pas reprendre. Parce que moi, j'ai beaucoup de patients qui font des cures, ça se passe bien, ils consomment pas du tout pendant leur cure, ils font des cures de 1 mois, 6 mois, ils consomment pas. Même j'ai des patients, ils partent en vacances en famille, ils consomment pas. Le retour à la maison tout seul, c'est là qu'il faut gérer, ne pas reprendre. Et du coup là-dedans, enfin moi je sais que j'avais été voir une édito qui m'avait dit vous êtes beaucoup trop sûr de vous. Est-ce que tu penses que ça c'est genre très problématique ou pas de soit d'être trop sûr, soit d'être, enfin qu'il y a des états d'esprit qu'il faut éviter d'avoir quand tu viens de dépasser par exemple le mois, tu vois. Je sais que être trop sûr de soi, ça va favoriser le je peux tirer vite fait sur un joint C'est et ça. voilà, tu vois. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres, des trucs comme ça? Ça s'appelle les pensées permissives. Ok. Les pensées permissives, c'est tout ce qu'on va se dire, les petites pensées comme ça qui passent, et on va se dire oh c'est bon, genre j'ai pas consommé depuis 1 an, c'est pas de reprendre une cigarette, un joint, un verre qui va faire que je vais retomber. Ou alors ça va être j'ai réussi à tenir jusqu'ici, je le mérite bien. Ça va être j'ai passé une sale journée, je mérite bien un petit verre, un petit joint, une petite clope. Des petites pensées comme ça, on va dire oh c'est pas si grave. Et puis après il y a les pensées de toute façon j'en ai pris un, autant en prendre 2. Ou de toute façon je m'y remettrai demain. Faut pas se croire plus fort que le produit. Et une pensée permissive, ça dure combien de temps? C'est des pensées qui passent comme ça. C'est Ça vraiment- dure pas, c'est les pensées qui passent, mais après si tu les écoutes. Ouais. Une envie c'est 3 minutes, Ok. quelle que soit l'envie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu nous as bien éclairé, j'espère que vous aussi ça vous a éclairé. Et en fait on s'est beaucoup reconnu dans plein de choses que tu as dit. Donc non, franchement c'est terrible. Du coup chez vous ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Même si ça dure 15 jours à galérer à dormir, faire des cauchemars, du chaud-froid, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Donc non, merci à toi, c'était super. Demain j'arrête, demain j'arrête.